Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Je vous propose ce soir de revenir sur l'un des dossiers les plus importants qui ont marqué la guerre de libération nationale. Il s'agit d'aborder plus précisément l'ouverture et la création des zones interdites et l'ouverture des camps de concentration où des millions d'Algériens ont été parqués pendant plus de 7 années et les procédés infâmes qui ont été utilisés par l'armée française pour venir à bout de la guerre de libération nationale. Pour aborder ce dossier, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Hadjali Mustafa. Hadjali Mustafa est auteur et chercheur en histoire. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la résistance au XIXe siècle, plus précisément sur le phénomène des déportations, un autre dossier infâme de la colonisation, et un livre remarquable justement sur les prisons et les camps de concentration tout au long de la guerre de libération nationale. Monsieur Hadjali Mustafa, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir et merci. Merci aussi pour l'invitation. Quand on parle vous avez utilisé le mot camp de concentration et non pas camp d'internement ou bien des centres de tri, parce que l'armée française évoquait dans sa terminologie le mot centre d'hébergement, centre de tri, centre de transit. Pourquoi vous avez choisi les camps de concentration? C'est tout simplement parce que c'était de véritables camps de concentration. La France ne voulait pas utiliser le vocable camp parce que ça rappelle les camps de concentration nazis. Mais aussi, je veux dire que c'était effectivement des camps. J'ai osé aussi utiliser le vocable concentration. C'est parce que, j'ai prouvé dans le livre, par des actes qu'avaient subis ces populations de regroupées, que c'était vraiment des camps de concentration. Donc, vous avez parlé des populations de regroupées. Nous savons que dès le début de l'année 1955, la France coloniale, notamment dans les Aurès, a commencé à créer ce qu'on appelle les zones interdites. Et suite à quoi, il va y avoir l'ouverture de ces camps de l'horreur, n'est-ce pas? À l'origine, c'était des officiers qui venaient tout juste de rentrer d'Indochine. Oui. Voilà. C'est eux, à leur tête, le général Parlange, c'est lui qui a eu l'idée de la création des SAS et des camps. Voilà. Et les premiers camps étaient effectivement expérimentés dans les Aurès, en Algérie. Vous avancez un chiffre qui n'a pas été avancé précédemment. Vous évoquez plus de 3 500 000 Algériens qui ont été parqués dans ces centres de regroupement. Donc, qu'en est-il exactement? Tout à fait. Durant la période de 1955 jusqu'à la fin de la guerre, donc en 1962, il y avait eu exactement 3 525 000 regroupés. Voilà, dans les camps, ce qu'on appelait les camps de regroupement de population. Voilà, il en existait exactement 2392 camps de ce type. Donc, à l'origine, l'administration militaire française s'était inspirée du célèbre slogan du grand timonier Mao Tse-tung, oui, qui disait « Le rebelle dans la population est comme un poisson dans l'eau. Enlevez l'eau et le poisson crève ».
Alors, Voilà. donc, on aura donc des populations complètement déracinées parce qu'ils vont les arracher à leur terre, cette terre nourricière, pour les parquer dans des zones sous contrôle militaire, mais aussi des harkas, des supplétifs, sans nourriture, sans hygiène, etc., n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, pour revenir au célèbre slogan de Mao Tse-tung, donc, il fallait couper les ponts entre les Moudjahidines et la population. Pourquoi? Parce que les Moudjahidines venaient dans ce qu'on appelait le refuge, des maisons qu'on appelait refuge, et c'est là qu'ils se ravitaillaient. Donc, ils prenaient aussi des informations, ils engageaient de nouvelles recrues, donc de nouveaux combattants. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour couper les ponts donc entre les Moudjahidines et la population, il a fallu vider les villages, les tribus, et toutes ces populations étaient parquées dans des espaces sains de barbelés électrifiés, abandonnant du coup leur vie quotidienne, abandonnant leur terre, leur cheptel aussi, tout ce qu'ils avaient ensemble. Les conditions de vie, donc, nous savons qu'ils étaient, c'est vrai, donc entourés, ils étaient séquestrés en quelque sorte, mais ils étaient livrés complètement à eux-mêmes. Donc c'est des familles entières. Oui, tout à fait. Alors déjà, la première remarque qu'il faudrait soulever, c'était que, comme vous venez de le dire, ils étaient livrés à eux-mêmes. Il leur revenait d'improviser leur gîte eux-mêmes. Donc certains le faisaient avec des roseaux, d'autres se servaient de la pierre, d'autres du bois, enfin, n'importe comment, c'était des cahutes, voilà, des branchages, tout juste de quoi se couvrir, voilà, en cas de pluie. Alors, vous avez traité donc dans vos livres d'exemples bien précis. Donc, c'est le cas donc de ce centre de Gigel où les conditions, c'est-à-dire un exemple éloquent qui nous explique un petit peu les conditions véritables dramatiques. Oui, c'était le camp d'Eragen, effectivement, à Gigel. C'était une population de 5200 individus. Donc, ceux-là vivaient dans des conditions lamentables, délaissés, abandonnés. En un mois, il en était mort 250 individus. Et 30% de la population totale, de l'effectif total de ce camp était tuberculeux, pour dire qu'il n'y avait pas de soins, aucune attention envers ces malheureux. Voilà, ils étaient abandonnés, tout simplement. Donc l'exemple de ce camp peut être multiplié par 2000, parce que, puisque vous dites qu'il y a j'ai donné une moyenne de 2 à 4 décès par jour et par camp. Alors, si vous faites le calcul, 4 décès par jour multiplié par 2392 camps, à multiplier durant la période de la guerre, ben on va trouver que c'est un génocide. C'est un génocide. Et puis, les enfants étaient les plus touchés par les conditions de vie. Oui, tout à fait. J'ai cité dans ce livre certains exemples, surtout un exemple dans un camp du côté de l'Est, où les regroupés n'avaient droit qu'à 900 grammes de semoule par individu et par mois, et les enfants n'avaient pas droit.
Les enfants n'avaient pas d'armoire. Exactement. Alors, donc, on va faire juste un petit retour en arrière, la création de ces zones interdites, parce que, pour expliquer aux téléspectateurs, c'est-à-dire, ces familles qu'on a regroupées, donc, n'avaient pas le droit de retourner, donc, cultiver évidemment leur terre, parce que, qu'est-ce que ça veut dire une zone interdite, monsieur? Bon, à partir du moment que ces populations étaient enfermées dans les camps, entourés de fils barbelés électrifiés, ce qui veut dire c'est pour les empêcher de sortir. Alors, en créant ces camps, Oui. c'était pour l'administration militaire française créer du coup ce qu'on appelait les zones interdites. Oui. Voilà, à partir du moment où les villages ou les tribus étaient vidés de leur population, suivi tout juste après le bombardement de ces villages. Voilà, donc les maquisards n'avaient plus où se procurer de la nourriture, ni le gîte, ni rien. Et puis toute personne. Donc, toute personne. Mais bon, on disait que s'il y a un chacal, s'il y a un âne, s'il y a un chien qui passe, on tirait à vue. Non, mais ce n'était pas pour tuer des ânes ou des chiens errants. Ouais. C'était pour tuer les maquisards. C'est clair. Donc personne n'avait le droit donc de traverser ces zones parce qu'il risquait tout simplement donc d'être fusillé. Ah oui, on tirait à vue. Ouais. Voilà, on tirait à vue. Est-ce que l'expérience c'est qu'on n'a pas, en quelque sorte, détruit le tissu social, notamment dans les campagnes. C'est-à-dire, il y avait une déstructuration totale donc, de la socialité, c'est-à-dire des rapports sociaux, notamment dans les campagnes. Oui, bien sûr. D'abord, les plus touchés, c'était les campagnes. Oui. Sur le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, les 3 525 000 de regroupés, c'était 50% de la population rurale. Oui, oui. Voilà. Ils étaient touchés de plein fouet, effectivement. Parce que, par exemple, les enfants n'avaient plus, n'avaient plus droit à la scolarité, n'avaient plus le droit donc à des rapports familiaux normaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, il y avait les rapports existaient toujours, mais au sein des camps. Au sein des camps, exactement. Au sein des camps, oui. Voilà. Mais sinon, en dehors, non. C'était, comme vous venez de le dire, c'était des zones interdites. Il n'y a personne qui pouvait s'y aventurer. Et puis là, ils auront, quelques années plus tard, donc après la création de ces zones interdites, c'est les sections administratives spécialisées qui entrent en fonction. Ils vont quadriller ces camps, mais ils vont entamer une action psychologique envers ces déracinés, n'est-ce pas? Oui. Bon, il y a eu déjà, pour commencer, la création des camps, donc un camp dans chaque village, oui. Un camp militaire, et les sections administratives spécialisées, les fameuses SAS, c'était dans les chefs-lieux de communes. Oui. Voilà, pas dans les villages, mais comme son nom l'indique, c'était une administration. Oui. Voilà, malgré militaire, mais c'était s'occuper des affaires administratives comme l'état civil, comme les projets d'électrification, d'adduction d'eau, etc. Mais surtout le renseignement, la propagande. Ouais. Voilà, et c'était la propagande. Ils faisaient tout pour changer d'avis aux populations, changer de camp. Voilà, ne pas écouter, ne pas suivre le FLN, écouter les leaders du FLN. Ouais. Voilà, parce qu'ils passaient dans les villages, dans des régions, et ils faisaient leur discours aux populations. Mais cette stratégie va s'avérer non payante parce que certaines unités de l'ALN ont réussi donc à se faufiler dans ces camps et donc à faire passer le message, à sensibiliser les populations. Donc, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Sauf que
cela, C'était pas une mince affaire. la propagande, elle intervenait surtout au sein des camps d'internement. D'internement. Voilà, Nous donc allons il y le avait voir tout des à l'heure, hommes, oui, exactement. surtout Oui, des hommes. Donc là où il y a dans les centres, les camps d'hébergement, ce qu'on appelait les camps d'hébergement, qui accueillaient les suspects. Ouais. Voilà, il y avait les camps, c'était aussi les camps de transit et de triage. C'était des centres de torture en même temps, mais il y avait aussi les camps militaires d'internés. C'est là qu'intervenaient justement ces commissions d'intox qui faisaient l'intox au sein des camps. Alors, dans votre livre, vous avez essayé d'énumérer l'ensemble donc des camps d'internement, les camps de transit et d'hébergement, mais aussi l'ensemble des prisons en Algérie et en France où les militants algériens et les militantes algériennes ont été donc enfermés pendant plusieurs années. Oui. Bon, il y avait exactement, j'ai énuméré 104 camps d'internement. Oui. Donc entre les CTT, les centres de transit et de triage, les camps d'hébergement, les CMI-S. Oui. Parce qu'il y avait des camps spéciaux annexés au CMI, au camp militaire d'internés. Voilà. Donc, il y avait des dizaines de milliers quand même d'Algériens qui ont fait l'errance entre les différents... exactement, l'errance concentrationnaire, si vous voulez, qui ont fait beaucoup de camps. Parce que on leur faisait changer de camp à chaque fois. Donc, comment on procédait? C'est que après le passage à tabac préliminaire dans les camps au sein des villages, oui. Les suspects étaient dirigés vers... je vais donner l'exemple de Dar el-Mizan, oui. Où il y avait un centre de torture qu'on appelait DOP. Voilà, ce type de centre de torture, c'est des dispositifs opérationnels de protection. Oui. Voilà, c'était les plus durs, les plus coriaces, celui de Dar el-Mizan. Ceux qui rentraient ressortaient dans la plupart des cas les pieds devant. Donc s'ils ne mouraient pas durant la torture, on l'achevait à la mitraillette et jeté dans une fosse commune à 100 mètres du lieu de torture. Voilà. Donc quand l'administration avait un dossier, quelqu'un qui avait un dossier chargé, voilà, qui était impliqué, on le déférait devant ce qu'on appelait les TPFA, tribunaux permanents des forces armées. C'était des tribunaux d'exception expéditive. Voilà, c'était des tribunaux militaires. À charge, toujours à charge. Des tribunaux militaires, donc ils passent devant le tribunal. Ensuite, il se voit accablé d'une peine de quelques années de prison. Mais le comble, c'était qu'à sa sortie de prison. Voilà. À sa sortie de prison, il n'était pas sorti de l'auberge. Lui, il croyait qu'il était libre, mais ça n'a pas été le cas. Il trouvait des agents de sécurité, que ce soit généralement c'était des militaires, parce que les pouvoirs lors de la création des pouvoirs spéciaux à partir de mars 1956, les pouvoirs de police revenaient à l'armée. Voilà, donc il trouvait les agents des militaires devant le portail de la prison qui lui présentaient un arrêt préfectoral d'internement. Voilà, donc à partir du moment qu'ils ont un dossier sur lui, il était impliqué donc, dans le mouvement révolutionnaire. Il est toujours suspect, il est toujours dangereux, on ne peut pas le libérer. Donc il était acheminé directement vers un camp d'internement. Et pour eux, justement, les combattants surtout, c'était les CMI, les centres militaires d'internet.
d'interner. Voilà, jusqu'à nouvel ordre. Et quand on dit jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à l'indépendance. Vous avez évoqué donc cette pratique, les sévices, la torture, etc., dont ces camps, justement, notamment les centres militaires d'internement. Je vous propose de suivre cet extrait d'un documentaire de notre ami Saïd Olmi, et on revient juste après. Dans les centres de triage et de transit, on gardait tous les soi-disant suspects pour un temps indéterminé où ils subissaient des interrogatoires et les pires tortures morales et physiques. Regardez bien cette photo. Comment les tortionnaires traitaient les Algériens. Henri Allègre, ancien directeur d'Alger républicain, ardent défenseur de la cause algérienne, ancien interné. Il a connu les centres de triage qu'il a dénoncés dans ses différents écrits, dont La Question et Mémoire algérienne. Il nous reçoit chez lui et évoque pour nous ces moments douloureux. Les centres de triage, c'était en fait des camps de concentration de passage. Il reprend son souffle. Il revoit les images des différentes méthodes de torture que pratiquaient les tortionnaires français sur les Algériens. Ceux qui étaient arrêtés, bien rares étaient ceux qui n'étaient pas passés par la chambre à torture. Bien rares. Ce n'est pas un, deux ou quelques centaines, ce sont des milliers et des milliers. Et par conséquent, je crois que c'était une chose très classique. Celui qui arrivait, bon, quelques coups, quelques gifles, etc. Et ensuite, on lui demandait de se déshabiller. Bon, il était nu. On le mettait sur une planche avec des lanières, n'est-ce pas? Et la torture à l'électricité commençait. Alors, la torture à l'électricité était un moyen dont les tortionnaires utilisaient une pratique très courante. Et ensuite, d'autres méthodes, comme par exemple la noyade, n'est-ce pas? La tête enveloppée d'un chiffon mouillé sous un robinet, et cette forme de torture était également une chose qui était, j'allais dire, populaire, et qui était extrêmement courante. Alors voilà, c'était les deux aspects les plus utilisés. Mais il y avait d'autres, par exemple les brûlures, avec des bouts de cigarettes, ou même avec des torches de papier, n'est-ce pas, qui étaient enflammées et qu'on passait sur le corps de celui qui était torturé. Le professeur Djennès. C'était là donc un extrait d'un film documentaire de Saïd Olmi, un documentaire qui est là spécialement consacré donc à la vie et aux pratiques infâmes au sein de ces camps d'internement. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Mostafa Hadjali, de ce témoignage de Henri Allègre? Oui, j'en ai parlé. J'ai parlé même d'Henri Allègre dans mon livre. Ce qu'on appelait à l'époque les objecteurs de conscience. Ouais. C'était ces Français et ces Françaises qui ont vite rallié la cause juste, comme l'appelait Francis Johnson, voilà, chef d'un réseau de soutien à la cause algérienne. Ouais. Voilà. Donc il était parmi eux. Je sais qu'il a écrit le livre La Question, dont l'enceinte même de la prison de Serkadji, où il dénonçait justement toutes ces pratiques de la torture. Voilà. Alors, vous avez essayé d'énumérer donc également l'ensemble des prisons, spécialement, où il y avait également des milliers d'Algériens, que ce soit en Algérie ou en France, mais les pratiques étaient les mêmes donc au sein de ces prisons, n'est-ce pas? Bon, les prisons, on va dire qu'en prison, c'est à peu près il y avait un régime pire quand même
Voilà, si vous prenez Lambez, Barouaguia, Harrach, oui. Barbaros, c'était vraiment pire. Ben justement, Olé Alleg vient de donner quelques exemples comment les détenus vivaient le cauchemar dans les prisons. Donc, j'ai cité les principales prisons donc, en Algérie. Il y avait Lambez, Harrach, Barouaguia, Serkadji. C'était les prisons les plus importantes. Il y avait la prison de Koudiet aussi à Constantine. Et celle d'Oran également. Celle d'Oran, effectivement. Voilà, oui. Mais en France, il fallait aussi parler de la Fédération de France. Pourquoi? Parce que la guerre a été aussi exportée dans l'Hexagone. Il y avait eu un grand apport de la 7e wilaya historique, tout au long de la guerre de libération. Pourquoi? Parce que le nerf de la guerre, c'était quoi? C'était l'argent. Oui. Et l'argent, où est-ce qu'il se trouvait? C'était chez nos immigrés. Ouais. Voilà. J'ai donné quelques chiffres donc, pour les 2 années, 1957 et 1958, il y avait plus de 300 millions de francs quand même à collecter durant chaque année, je veux dire. Voilà. Donc, c'est ça, les activistes du FLN donc, en France étaient poursuivis par la police. Pourchassés, filés. Voilà, exactement. D'ailleurs, il y a eu, à partir de 1957, la création des camps d'internement, même là-bas. On les appelait les CAR, Centres d'assignation à résidence surveillée. Il y en avait 4. Il y avait celui de Toll, celui de Saint-Maurice-l'Ardoise, celui de Mourmelon-Vadenay, et le plus grand, le plus important, c'était celui du Larzac. Voilà. Il y avait aussi un autre, c'était un camp, un pénitencier camp dans le sud, c'était celui de Rivesaltes. Voilà. Mais pour les prisons, donc avant 1959, les militants algériens étaient disséminés dans environ 130 maisons d'arrêt en France. Mais au-delà, on les avait regroupés dans 5 maisons centrales. Donc il y avait celle de Montluc, la prison de Montluc à Lyon. Il y avait les 2 prisons à Paris. La santé et Fresnes. Il y avait celle de Douai dans le nord. Il y avait Marseille. Voilà. Les Baumettes. Les Baumettes. Mais voilà, il y avait les Baumettes, exactement. Il y avait les petites et les grandes Baumettes. Voilà. C'était ça. Il y avait une prison aussi dans les Côtes d'Or, à Dijon. À Dijon. Alors, mais la vie carcérale des Algériens, est-ce qu'elle a entamé leur détermination quant au projet du Front de Libération Nationale inscrit dans la proclamation du 1er novembre? Jamais. Ils n'ont jamais renoncé. Donc. Bien sûr, ils ont fait de la résistance au sein des camps, que ce soit les internés dans les camps, que ce soit les détenus dans les prisons. Voilà. Mais il y avait les chefs du FLN. Il y avait les chefs du FLN qui donnaient des instructions aux internés et aux détenus de faire de la résistance comme ils le pouvaient, voilà, à leur façon. Voilà, ils faisaient des grèves de la faim surtout, comme lors de la grève de la faim de 12 jours, celle après les événements du 17 octobre 1961. Voilà, le mot d'ordre de grève a été suivi dans tous les camps et dans toutes les prisons, et même ici en niveau de l'Algérie. Exactement. Voilà. Alors, nous allons y revenir donc, sur le travail de sensibilisation, mais j'aimerais revenir sur... Il y avait beaucoup de prisonniers que vous citez d'ailleurs dans votre livre. C'est le cas de certains prisonniers. On les fait sortir de prison pour les mettre tout de suite après dans des camps d'internement. C'est le cas de Abdelhamid Benzine que vous citez. Oui, bien sûr. Benzine, il a fait Lambez. Il a fait Lambez. Oui. Bon, il était du PCA.
il était surpris, les armes à la main, donc il était dans le maquis. Alors, il a fait l'embèze. Il était déféré, bien sûr, devant un tribunal d'exception, le TPFA qu'on venait d'évoquer tout à l'heure. Donc, il était condamné à une peine de prison au pénitencier de Lombez. Après, quand la peine a été expiée, il n'a pas été libéré, il était envoyé transféré au camp de Borari, effectivement. C'était le plus pire, le plus coriace des camps. Alors, pour ce qui est de la torture au niveau de ce camp, il y avait à boire et à manger. Voilà. C'est pour citer quelques exemples. Quand ils allaient aux toilettes, ils le faisaient en rampant. Voilà. Quand ils récupéraient la nourriture, donc des cuisines, ce qu'on appelait chef de plat. Il représentait 10 internés. Ils devaient ramener des rations, donc une ration pour les 10 de ses camarades. Il le faisait en rampant. Alors comment pouvait-il ramper et tenir la nourriture? Alors quand il arrive là où il devait déjeuner, il y avait il ne restait pratiquement plus rien dans l'assiette. Dans la gamelle. Exactement. Oui, voilà. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure cet esprit de solidarité, mais aussi la prise de conscience. Il y avait donc des militants qui essayaient de sensibiliser les autres à garder le moral. Je vous propose donc un autre extrait de la vie des militants dans ces camps de concentration. Des centres de concentration dans lesquels sont réunis des Algériens de tous âges et toutes catégories confondues. Militants, intellectuels, flèches, étudiants. Des relations se tissent, une mobilisation naît et la résistance s'organise à l'intérieur des camps. L'administration s'affole et multiplie les transferts. Boualem Bourouiba se souvient de ces différents transferts. Le camp de Wagia, Wagia مشيت له زوج خطرات. بوسوي مشيت له زوج خطرات. سيدي شحمي 3 خطرات. سالو خطرة وحدة. أولا بول كازيل هذا بني مسوس كان Il a même fait un schéma de ses passages dans les différents camps avant l'ultime arrêt à Bossuet. C'était là notre extrait, M. Mustafa Hadjali, d'un militant, c'est-à-dire M. Bourouiba, Allah yarhamou, c'était l'un des fondateurs de l'Union générale des travailleurs algériens. Il a été arrêté en 1957. Et puis, vous avez vu le parcours. Il a fait pratiquement tous ces centres de l'horreur. Oui. Alors, pour commencer, lors des rafles, voilà, quand on prenait quelqu'un pour un suspect, enfin, tout le monde est suspect. Voilà, tous les Algériens étaient suspects à cette époque-là. Donc, en premier lieu, on les acheminait vers les CTT, ce qu'on appelait CTT, Centre de transit et de triage. C'est là que le sort du suspect est défini. Voilà. Après des interrogatoires corsés, plusieurs interrogatoires, donc plusieurs jours. Ensuite, si on n'avait rien à reprocher à ce type, il n'est pas libéré. S'il s'est retrouvé là, ce n'est pas pour rien. Donc, il a resté toujours suspect. Alors, soit on le transférait à Bossuet, à Sidi Blabès, soit à Saint-Leu, à Oran. Voilà, c'était les centres d'hébergement. Voilà, ils étaient là
jusqu'à un nouvel ordre, donc pratiquement jusqu'à l'indépendance. Donc, de ce point de vue, on peut dire que c'était l'Algérie tout entière qui était un espace carcéral par excellence. C'est-à-dire les populations civiles étaient paquées dans des centres de regroupement, les militants, d'ailleurs même les enfants. Donc les militants, les enfants, les femmes, les hommes étaient également raflés, arrêtés impunément et jetés dans ces camps de concentration. Oui, personne n'a échappé aux exactions de l'armée française. Voilà, tout le monde avait droit, tout le monde a été incarcéré, tout le monde a été interné ou détenu, que ce soit donc sans distinction d'âge ni de sexe. Il y avait effectivement des enfants, il y avait des femmes. Donc pour revenir aux femmes, elles ont fait, beaucoup de femmes ont fait Serkachi, voilà, à la fin de leur peine, et la plupart d'entre elles étaient des condamnés à mort, en plus. Voilà. Surtout les poseurs de bombes dans la capitale. Mais il y avait quand même quelques élargissements de peine, au niveau des peines. Il y avait celles qui étaient libérées de prison, mais transférées dans le seul, d'ailleurs, camp mixte, celui de Tefichoun, du côté de Bousmaïl. Tepaza, voilà. Voilà. Elles aussi, elles ont fait et la prison et le camp. Voilà, parce que c'était le seul camp mixte en Algérie. C'était celui de Tefichoun. Voilà, une partie pour les femmes et l'autre pour les hommes. Voilà. Alors, quelle était votre conclusion? Parce que vous avez essayé de vous interroger sur les procédés d'incarcération pendant la guerre de libération nationale. Est-ce que vous avez donc une conclusion sur ces pratiques coloniales? C'était des pratiques abjectes, bien sûr, et immorales, mais tout ce qu'avait subi le peuple algérien, il n'avait pas cédé, en fin de compte. Voilà. Il est toujours là, debout, sans se plier. Puis vous avez commencé votre travail à vous intéresser à ces procédés de la colonisation, à ces procédés infâmes, déjà avec le phénomène des déportations. Vous avez commencé à travailler sur la base d'archives parce que après le soulèvement de 1871, il va y avoir on va déporter massivement, exiler et emprisonner en même temps des Algériens à des milliers de kilomètres de leur terre natale, n'est-ce pas? Oui. La peine de déportation... doublée d'emprisonnement, c'est ça? C'est-à-dire... Non, la déportation, généralement... Bon, il y avait... Quand on dit déportation... Voilà. Quand on dit déportation, la déportation, c'est une peine. Il y avait la transportation aussi, il y avait la relégation. Pour les déportés, pour les exilés, je veux dire. Oui. Il y avait 3 catégories de pénaux. Donc, il y avait les déportés, c'était ceux qui étaient arrêtés lors des révoltes populaires, les chefs. Voilà. Alors, la peine, en elle-même, on l'appelait déportation. Il y avait la transportation. C'était la peine impériale du 30 mai 1854 portant condamnation à la peine des travaux forcés. Voilà, c'était la transportation. Il y avait aussi la relégation. La relégation, c'était une peine qui a été instituée sous la Troisième République en 1885 et elle s'appliquait aux multirécidivistes. Ceux, dans un intervalle de 10 ans, ils avaient encouru jusqu'à 2, 3, 5, 6, 7 infractions suivies chacune d'un séjour de prison, en prison. Cela, comme on disait que la prison n'arrivait pas à les amender. Voilà, on les appelait des incorrigibles. Ils dérangeaient la société, donc il fallait les exiler. D'ailleurs, la peine était l'exil à vie. Voilà, ils s'en débarrassent
à vie. Voilà. Alors, il y avait donc les déportés politiques. C'était ceux, comme je vous l'ai dit, qui étaient pris lors des insurrections populaires. Voilà. Mais pour les autres, les transportés et les relégués, c'était des droits communs. Voilà. Mais vous allez trouver même dans cette tranche des révoltés auxquels la France n'avait pas donné le statut de prisonnier de guerre, de déporté, détenu politique. Est-ce que le fait donc, de décréter la déportation d'un certain nombre de militants algériens donc, à la fin du XIXe siècle n'était pas une condamnation à mort? Parce que nous connaissons, vous avez travaillé sur le transport, comment on a donc transporté les Algériens d'abord de l'Algérie vers Toulon et puis de Toulon soit en Nouvelle-Calédonie, soit en Guyane. Donc, oui. Alors, c'était la grande punition. Ouais. Voilà. Puisque déjà, il quitte sa famille, son foyer, son pays, et généralement pour ne plus revenir. Pour les déportés politiques, par exemple, à partir de 1871, avant la déportation, il y a eu déjà 2 autres peines. Alors la première, c'était le tribut de guerre, l'amende de guerre, suivi de la peine suivi du séquestre de tous leurs biens immobiliers. Et enfin, c'était la déportation. Donc, il était déporté une fois après être ruiné. Ruiné, exactement. Voilà. Comme pour donner l'exemple de 1871, les insurgés, les déportés, les tribus insurgés avaient perdu les 2/3 de ce qu'ils possédaient. Ouais. C'était la ruine totale. Alors, pour ce qui est des traversées, bien sûr, c'était une autre punition, comme ceux de Nouvelle-Calédonie. Bon, il y a eu, lors de l'insurrection de 1871, il y avait les prisons algériennes déjà qui étaient pleines. Ensuite, on n'avait pas trouvé où les mettre. Il fallait envoyer 1 millier en métropole, ouais. Donc qui étaient dispatchés à travers plusieurs centres d'internement appropriés à cet effet. Ouais. Donc il y avait celui de Calvi, en Corse. En Corse, oui. Et il y avait le fort de Sainte-Marguerite, oui. Au large de la ville de Cannes. Il y avait Porquerolles. Il y avait 2 forts aussi dans la ville de Sète, dans l'Hérault. Oui. Voilà. Et il y avait le fort Baresco. Enfin, plusieurs camps, centres d'internement. C'était donc des centres d'internement pour prisonniers de guerre. C'est comme ça qu'on les appelait. Donc c'est une vieille tradition française. Exactement. Oui, ça a commencé à partir de 1836. Exactement. La déportation. Oui. Ensuite, il y a eu 170 parmi les combattants qui étaient condamnés à la peine des travaux forcés. Oui. Au ban de Guyane. Oui. Il y avait 126 déportables condamnés donc à la déportation au ban de Nouvelle-Calédonie. Ouais. Mais sur les 126, seuls 101 avaient embarqué au port de Brest. Donc avant d'arriver au port de Brest, ils ont quand même vécu une errance pénitentiaire en métropole. Donc ils arrivent déjà au fort Lamalgue à Toulon. Ouais. Ils ont fait la citadelle d'Oléron, c'était un caserne militaire, mais quand vous entendez le vocable citadelle, vous allez dire que c'est un château. Non, mais c'était une caserne militaire, ouais. On l'appelait et c'est dans les caves les plus humides, les plus... Voilà. Exactement. Voilà. Alors, d'Oléron, ils étaient transférés à au dépôt de Forçat, à l'île de Saint-Martin-de-Ré. Oui. Ensuite, au fort de Kellern. Ouais. Celui de Kellern, c'était une prison qui était toute proche du port de Brest, ouais. Où il devait embarquer. Pour faire la traversée de 4 mois et demi. Voilà, jusqu'à Nouméa.
Donc c'est le même procédé, celui donc de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire ces procédés d'arrestation, ces procédés donc de semer, qui consistent à semer la terreur au sein des populations algériennes, et ceux qui ont été donc utilisés également entre 1954 et 1962 étaient pratiquement les mêmes. C'est la même stratégie coloniale. Tout à fait. D'abord, même durant la guerre de libération, et il y avait des expulsions. Oui. Donc, quand je dis expulsion, on peut dire que c'était une déportation. Exactement. Beaucoup ont été Interdiction expulsés. de territoire, à l'époque. Voilà, c'était l'interdiction de séjour. Exactement. Oui. Alors, certains étaient expulsés d'Algérie vers la métropole, d'autres étaient expulsés de métropole vers l'Algérie. Surtout, c'était avant 1957, avant la création des camps en France. Ouais. Eh ben, tous les militants arrêtés étaient expulsés en Algérie où il y avait les camps. Les camps C'était on les envoyait au camp. directement. Oui. Voilà. Pardon. Mais sinon, dans l'ensemble, la France avait utilisé tous les moyens punitifs. Voilà. Pour écraser la résistance algérienne. Mais ça n'a jamais abouti. Elle a essayé avec des exécutions sommaires. Elle a essayé avec les internements. Elle a essayé avec les emprisonnements. Elle a essayé avec l'exil, la peine de l'exil. Ouais. Les razzias. On peut rappeler aussi les fameuses razzias du général Bijou. À l'époque, il était général, ensuite maréchal à partir de 1841. Et ben justement, c'était sous son gouverneur qu'il y avait eu d'ailleurs c'était lui l'instigateur, c'est lui qui avait donné les ordres pour les enfumades du Dahra. Oui. Donc la première c'était en 1844, la deuxième, les deux autres c'était en 1845, 2 mois d'intervalle, voilà, entre les tribus. Voilà, on avait tout essayé. On avait même employé l'arme chimique. Oui. Voilà. Bon, pour ce qui est des enfumades, on va dire que c'était les chambres à gaz primitives. Voilà, primitives. Avant que ne soit mis au point le fameux gaz, le cyclone B de Joseph Mengele. Oui. C'était un médecin SS pour exterminer les Juifs à Auschwitz et ailleurs. Mais sinon, l'arme chimique, elle a aussi été utilisée à la Rouat, le 4 décembre 1852. Oui, voilà. C'était l'extermination. Voilà. Pour parler d'extermination, il faut citer aussi le génocide des Aoufia, 12 000 morts, sabrés. Toute la tribu. Exactement. En une seule nuit. Et encore. Voilà. Il y en a eu des génocides. Alors, donc, la stratégie colonialiste française était se baser sur l'extermination pour ramener une population de peuple, pour instaurer une colonie de peuplement. Donc, ils se sont attaqués à ce lien presque sacré entre les Algériens et leurs terres. C'est ça la création des zones interdites, c'est déraciner. Mais le phénomène du déracinement a commencé au XIXe siècle. Oui, bien sûr, il y avait le phénomène des razzias qu'on vient d'évoquer. Oui. Voilà, le phénomène des razzias. Et le séquestre, comme vous l'avez. Des tribus insoumises. Oui. Voilà, c'était les tribus insoumises auxquelles on appliquait les razzias. C'est quoi une razzia? C'était tirer à vue, brûler les moissons, couper les arbres fruitiers, démolir les cahutes, comme disait, pour reprendre l'expression de Bugeaud. Mais les Algériens sont toujours, à toutes les époques, restés très attachés à leur terre. D'ailleurs, toutes les révoltes, il y a eu plusieurs révoltes, plusieurs insurrections populaires. C'était des soulèvements pour restituer, pour reprendre leur terre. Voilà. Le problème épinal, l'enjeu a toujours été la terre.
La terre, et l'enjeu, c'était également se débarrasser de ce monstre colonial entre 1954 et 1962. Alors, bien sûr, d'abord, en premier lieu vient la liberté. Quand on est libre, rien ne vaut la liberté. Ce sera le mot de la fin de cette émission, Monsieur Mustapha Hadjali. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages concernant le phénomène colonial, les procédés infâmes de la colonisation, que ce soit au XIXe siècle, mais aussi au XXe siècle, notamment pendant la guerre de libération. Je tiens à remercier l'équipe technique du Studio 7 qui m'a prêté aide et assistance pour réaliser cette émission. Excellente soirée et à bientôt.